Merci de nous rejoindre sur Africa Télévision pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Les titres. À Brazzaville, hier, au cours du sommet de la CEEAC, le président Denis Sassou Nguesso a appelé la communauté internationale à un soutien plus vigoureux en faveur de la Centrafrique. À l'issue du sommet, un fonds spécial a été mis en place et est déjà alimenté à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Andry Rajoelina dans la course à la présidentielle à Madagascar au mois de juillet prochain. Sa candidature surprise a été validée par la Cour électorale spéciale alors qu'il s'était engagé à ne pas se présenter. Les États d'Afrique centrale étaient encore au chevet de la Centrafrique ce vendredi 3 mai. Le président sud-africain Jacob Zuma, ils ont plaidé pour la création d'un fonds spécial pour permettre le financement de la préparation et le déroulement des opérations électorales prévues après la période de transition de 18 mois. Ce fonds mis en place a déjà été alimenté à hauteur de 5 milliards de francs CFA par Brazzaville qui en devient ainsi le premier contributeur. Et d'autres pays ont immédiatement suivi comme la RDC, le Tchad et le Gabon. Et le Tchad, qui l'on croyait gérer d'une main de fer, est aussi déstabilisé. N'Djamena affirme avoir déjoué une tentative de complot contre le président Idriss Déby. C'est lui qui a su neutraliser toutes les rébellions, accuse les dissidents tchadiens d'organiser l'attaque des camps libyens. Voici la première déclaration d'Idriss Déby, président. Nous sommes en 1990. Ce colonel de l'armée tchadienne, âgé de 40 ans, renverse par les armes le chef de l'État en place, Hissène Habré. 6 ans plus tard, c'est par les urnes qu'Idriss Déby prend la présidence du Tchad. Avec lui, le pays s'ouvre au multipartisme et devient aussi en 2003 un producteur de pétrole. Dans le même temps, les rébellions se multiplient. L'est du Tchad est le théâtre d'affrontements entre l'armée régulière et les rebelles, soutenus par le Soudan. Malgré un accord de paix signé en 2007, ces mêmes rebelles attaquent N'Djamena pour faire tomber Idriss Déby en février 2008. L'armée tchadienne reprendra le contrôle de la capitale après d'intenses combats meurtriers. En 2009, la rébellion de l'UFR dépose les armes, mais en mars dernier, elle annonce vouloir reprendre les hostilités contre le pouvoir de N'Djamena en raison de l'engagement du Tchad au Mali. Est-ce cette rébellion qui a mené un coup d'État contre le régime tchadien il y a 2 jours? C'est encore le flou. Le ministre de la Communication est intervenu à la télévision pour parler de déstabilisation. 4 personnes au moins seraient mortes lors de cette tentative de coup d'État. Plusieurs personnes ont été arrêtées, des généraux, mais aussi des députés d'opposition. Et en Côte d'Ivoire, les ex-combattants font amende honorable au président Alassane Ouattara pour tous les désagréments causés par leur mouvement de colère. Ces ex-combattants démobilisés se sont engagés à privilégier le dialogue plutôt que la violence pour l'aboutissement de leurs revendications. Suite au dernier mouvement mené par un groupe de démobilisés dénommé les frustrés, l'association des démobilisés de Côte d'Ivoire ADCI a tenu une conférence de presse à son siège situé non loin de la Chambre de commerce et d'industrie de Bouaké. Cette conférence a permis au président national de l'ADCI de regretter publiquement les désagréments causés par ces agissements. Nous demandons pardon au président de la République. Le président de la République a permis que pour notre réinsertion, des ex-combattants intègrent la fonction publique. L'ADCI réaffirme son engagement à soutenir l'ADDR dans toutes ses actions. Djerasouba Ibrahim a lancé un vibrant appel à l'endroit des ex-combattants d'éviter de s'illustrer par la violence. À tous les ex-combattants, nous vous demandons de montrer une bonne image de nous-mêmes afin de faciliter notre réintégration socio-économique. Faisons confiance au président de la République et à la structure qu'il a mise en place. Ce fut l'occasion pour l'orateur de souhaiter l'implication des autorités afin de retrouver leur ami Youssouf Koné, dont ils sont sans nouvelles. Au moment des faits, les responsables de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR étaient en route pour Bouaké avec des opportunités de réinsertion socio-économique pour environ 400 ex-combattants.
Je vous l'annonçais en titre à Madagascar, la candidature surprise d'André Rajoelina à l'élection présidentielle bouleverse la donne politique à moins de 3 mois du scrutin. Candidature inattendue car celui qui est arrivé au pouvoir d'une manière non constitutionnelle avait accepté en janvier de ne pas se présenter. Une candidature validée par la Cour électorale spéciale. Il avait pourtant promis de ne pas être candidat. Mais Hans Razoel a visiblement changé d'avis. L'homme fort de Madagascar se lance bien dans la course à la présidentielle. Il a justifié sa décision au micro de Radio France Internationale. À ma grande surprise, j'ai appris que l'ancien président s'est présenté aux élections présidentielles à travers son épouse. Il y avait aussi l'ancien président Didier Ratsir qui a déposé sa candidature. Et je me suis dit, donc, c'est une élection libre et qui devrait être transparente. Et pourquoi pas, je ne me présente pas aussi. Hans Razoel, président non élu, est arrivé au pouvoir en 2009. Il renverse alors son prédécesseur, Marc Ravalomanane. Depuis, ce dernier vit en exil en Afrique du Sud. Il s'était lui aussi engagé à ne pas se présenter, mais son épouse figure sur la liste officielle des candidats publiée ce vendredi. Le couple pourrait donc faire son retour sur l'île très prochainement. Une autre figure bien connue de la politique malgache fait son comeback. Didier Ratsirac sera lui aussi candidat au scrutin du 24 juillet prochain. Il a dirigé le pays pendant plus de 2 décennies, des années 70 aux années 90. Au total, 41 candidats se présentent à la présidentielle. Un signe négatif pour la démocratie malgache, d'après les analystes. Avec ce scrutin, la communauté internationale espère pourtant une normalisation de la situation après 4 ans de crise politique. Le président de la République par intérim du Mali a reçu hier une délégation composée de représentants des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO. Avec John Kounda Traoré, ils ont fait le point d'exécution des recommandations de la réunion du groupe de soutien et des suivis sur le Mali. Les échanges ont également porté sur la transformation de la MISMA en MINUSMA. Les recommandations de la réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali ne doivent pas rester dans les tiroirs. Leur mise en œuvre doit se faire rapidement pour permettre au Mali d'avancer dans son processus de stabilité. Voilà l'esprit qui soutient cette audience que le président de la République par intérim a accordé à la délégation des Nations Unies conduite par Pierre Buyoya, le patron de la MISMA. Le chef de l'État et ses interlocuteurs ont aussi parlé de la transformation de la MISMA en MINUSMA. Nous sommes sur le terrain dans toutes les régions. Et je crois pouvoir dire que les moyens sont là. Bien sûr, nous continuerons jusqu'à la transformation à faire en sorte que notre capacité augmente et aussi la nouvelle résolution demande à tout le monde, y compris les Nations Unies, de soutenir la MISMA dans cette recherche d'augmenter sa capacité. Le déploiement de la force onusienne se fera conformément aux principes de résolution 2100, ajoute Pierre Buyoya. Parlant de l'élection présidentielle, la délégation dit soutenir le calendrier établi par les Maliens. S'agissant de la présence des forces de la MISMA à Kidal, Pierre Buyoya s'est voulu très prudent. Nous soutenons la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. Nous soutenons l'unicité de l'armée malienne, et cela est dans toutes les déclarations depuis le sommet de la CEDEAO, les réunions du Conseil de paix de l'Union africaine, même la réunion du 19 avril. Donc nous sommes dans cette logique. Alors maintenant, s'il y a une situation particulière à Kidal, nous sommes prêts à travailler avec l'autorité malienne pour chercher une solution à ce problème. Une solution dont la clé serait entre les mains des autorités maliennes. Et direction la Tunisie où le doyen de la faculté des lettres de la Manouba a été acquitté. L'affaire avait fait un grand bruit lorsque Habib Kazdagli avait été accusé en justice par 2 étudiantes en niqab qui l'accusaient d'agression. Ils sont tous là, académiciens, professeurs. Les enseignants de la faculté de lettres de la Manouba sont venus débattre et surtout entourer leur doyen, Habib Kazdagli. Il vient d'être acquitté.
La justice a tranché, il n'a pas giflé l'étudiante portant le niqab. Le verdict était juste, à la fois pour l'université et pour les professeurs. Nous voulons que l'université reste neutre et séparée de la religion et des disputes religieuses. Les faits remontent à mars 2012. 2 étudiantes entrent dans le bureau du doyen et saccagent tout. L'une d'elles avait été renvoyée pour avoir refusé d'enlever son niqab en salle de cours. Elle portera plainte contre lui, l'accusant de l'avoir molestée. Au final, l'accusé a été acquitté, mais les 2 plaignantes ont été condamnées pour atteinte au bien d'autrui et préjudice à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Nous espérons que ce verdict juste sera une première étape vers le renforcement du rôle spécial de l'université. 1 an de procédure, une demi-douzaine d'audiences et une mobilisation incessante sur le campus. Les pro-voile intégrales contre les partisans de la laïcité. Ce jeudi, ce sont ces derniers qui ont gagné, mais pour combien de temps ? Le ministre de l'Enseignement, un cadre d'ENADA, entend déposer un projet de loi pour suspendre l'interdiction du niqab dans les universités. Au Cameroun, l'Assemblée nationale et l'exécutif proposent la prorogation du mandat des députés d'une durée de 2 mois à compter du 23 mai prochain. Le projet de loi y afférent a été déposé au palais d'Ngouekele. La conférence des présidents l'a jugé recevable et l'a acheminé à la commission des lois constitutionnelles pour examen avant la discussion en séance plénière. Des précisions avec nos confrères de la CRTV Cameroun. Le mandat des députés à l'Assemblée nationale est prorogé pour une durée de 2 mois, à compter du 23 mai. C'est ce qui se lit dans l'article 1er du projet de texte du président de la République. La conférence des présidents s'est prononcée favorablement sur la recevabilité de ce projet de loi. L'annonce officielle de son dépôt a été faite ce vendredi au cours d'une séance plénière présidée par Hilarion Eton, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et à cette séance plénière d'une dizaine de minutes, on a appris que l'examen de ce texte est confié à la commission des lois constitutionnelles et c'est le vice-premier ministre Amadou Ali, ministre délégué à la présidence de la République, chargé des relations avec les assemblées, qui le défend au nom du gouvernement. Bien que participant d'une démarche constitutionnelle, l'exécutif rappelle que la prorogation du mandat des députés est sollicitée à dessein. Il souligne que le processus de mise en place du Sénat exige que soient réunies toutes les conditions pratiques nécessaires au fonctionnement harmonieux des 2 chambres du Parlement. Un avis partagé par certains élus du peuple. Je pense que le président de la République suit bien les institutions et il est assez légaliste. S'il a jugé bon de proroger le mandat de député, nous allons travailler. Je crois que l'exécutif a dû quand même prendre une décision conséquente. Bon, maintenant, nous allons voir si c'est suffisant ou pas. On va voir par la suite. Conformément à l'article 15 de la Constitution, le président de la République a consulté le premier président de la Cour suprême et le bureau de l'Assemblée nationale en vue d'une nouvelle prorogation du mandat des députés par une loi. Et dans ce cas de figure, on prévoit l'élection d'une nouvelle assemblée 40 jours au moins et 120 jours au plus après l'expiration du délai de prorogation du mandat. Et hors du continent, un énorme incendie menace des milliers de maisons en Californie. Le feu continue de s'étendre dans le nord-est de Los Angeles. Des milliers d'habitations ainsi qu'une base navale sont menacées. Les autorités misent sur le retour de l'humidité prévu pour ce week-end. Le brasier, attisé par le vent et l'air chaud, continue de se propager en direction de l'océan Pacifique. 4000 maisons sont menacées. Et des centaines de personnes ont dû être évacuées dans le comté de Ventura, même si pour certains il n'est pas question de partir. Je veux sauver ma maison. J'y ai beaucoup investi, j'y ai tous mes souvenirs. Je ne veux pas la perdre. Donc je resterai ici jusqu'à la fin, coûte que coûte. En plus des habitations, c'est un campus tout entier qui a dû être évacué. Les axes routiers ne sont pas épargnés. Une section de 13 km de l'autoroute du Pacifique a dû être fermée. Pour combattre le feu, près de 1000 pompiers, 8 hélicoptères et 6 avions. Ce vendredi, seuls 20% de l'incendie étaient maîtrisés. Nous faisons notre analyse et nous décidons de la meilleure tactique. Est-ce d'attaquer le feu directement, d'y aller par voie aérienne, ou vaut-il mieux dégager de la zone et attaquer plus tard quand c'est plus sûr? Les secours espèrent désormais que les vents faibliront pendant le week-end. Et c'est la fin de Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.